c'est aussi avec l'intervention de Sylvain Pambour de l'aborder sous la question plutôt du développement local et pas seulement sous l'angle habituel peut-être de la politique de la ville. Que la ministre de la Ville a confirmé le renouvellement de quartiers d'été il y a 2 semaines à peu près, même avec une augmentation du montant qui sera attribué sur les territoires. Donc effectivement, comme l'a dit Muriel, on va parler de dynamique de projet, mais dans une optique un peu développement local, comment on fait, qu'est-ce qu'on en fait sur un territoire comme un quartier ou des quartiers, une commune, etc. Une dynamique existante sur un quartier de Montpellier, justement, un quartier qui s'appelle le Petit Bar. Remettre de la présence humaine et des services au cœur de ce quartier. Il y avait un centre social qui était porté par la CAF, qui avait été fermé un peu arbitrairement par la CAF, qui était devenu, dans le bâtiment, était devenu un squat, qu'il a proposé de façon assez expérimentale. C'était de définir avec les habitants et les occupants potentiels en termes d'intervenants de ce lieu, ce que ce lieu pourrait être. Et donc, dans le cadre de ce travail-là, on avait, avec quelques collègues, accompagné ce travail de recueil, d'attente de la part des habitants, donc essentiellement des familles, à la fois sur ce que les familles aimeraient trouver et les formes que pourrait prendre ce bâtiment. On a fait le même travail auprès des professionnels. L'idée a été assez rapidement d'accompagner ces familles, tout en accompagnant de la même façon les professionnels pour ce qui était des professionnels, la dimension de la prise en compte de la participation des habitants. Le produit, ce qu'il en est sorti, c'est quelque chose qui était une maison de l'enfant et de la famille, de l'enfance et de la famille. On s'est trouvé dans une logique vraiment d'éducation populaire, d'émancipation, avec du renforcement de capacité, de empowerment, avec des personnes qui, de plus en plus, étaient dans une capacité à intervenir dans le débat public, de prise de parole, à dialoguer avec les institutions. Une mobilisation extrêmement forte de ces femmes autour du besoin et de la revendication de davantage de mixité sociale dans les écoles. Une petite ville du nord du Gard qui s'appelle Saint-Ambrois ne va pas forcément là où on l'attend. D'abord, c'est un conseil citoyen qui ne se met pas dans la situation de faire, ce qui a été quand même la tentation de beaucoup, face à la difficulté de se situer, etc. C'est pas un rôle très facile d'être membre d'un conseil citoyen. Donc le conseil citoyen a mis en place toute une démarche, en fait, d'aller vers les habitants, de se qualifier sur cette question-là, d'aller voir ce qui se passait ailleurs, comment ça fonctionnait. Donc, il a eu envie d'organiser des événements autour de ça, autour de l'habitat et du logement, puis s'est aperçu finalement que quelque chose démarrait, une dynamique partenariale démarrait pour aller vers un travail de cette question-là, initié par la CAF, l'État, divers organismes, la collectivité, l'Interco, etc. Donc, il a proposé de s'inclure en fait dans cette dynamique. On n'est pas allé le chercher, c'est lui qui s'est proposé. La commune étant propriétaire d'une quinzaine d'immeubles non occupés, de proposer un concours d'idées qui aboutirait à la façon dont on peut rénover un immeuble ancien. Donc, il y a eu effectivement des contributions, des réponses, à la fois portées par des membres du Conseil citoyen, portées par des habitants, puisqu'il y a eu toute une démarche d'aller vers les habitants, et portées aussi par des architectes. Quel a été l'ingrédient ou quels ont été les ingrédients qui ont fait que ça semble être des expériences suffisamment remarquables, effectivement, pour que tu nous les évoques là aujourd'hui? Qu'on pique un peu les bonnes idées, quoi, tu vois, pour nous aussi. La base première, je crois, c'est l'attachement au territoire de toutes ces personnes. C'est l'attachement et c'est la volonté d'offrir un avenir à leurs enfants. Ce que je trouve très intéressant, mais j'ai essayé de le dire un peu, c'est l'idée
de ne pas faire soi, parce qu'ils ont travaillé sur beaucoup d'autres choses, hein, en particulier sur la culture. Il y a beaucoup d'associations culturelles, et en fait, le Conseil citoyen facilite l'émergence. On était plusieurs sur ce sujet, avec quand même une familiarité avec les questions interculturelles, d'une part, et une complémentarité dans nos façons de travailler. Notre spécificité au niveau de la structure sur Bar-le-Duc, c'est qu'on a une association de coordination qui regroupe 4 structures type centre social, avec une volonté commune en fait de faire un maximum d'actions en dehors de la structure. Une des premières choses qu'on a voulu mettre en place à partir de juillet, c'est ce qu'on a appelé les rendez-vous de la côte. Ça, c'est une demande de nos habitants des comités qui ont souhaité mettre en place des temps de rencontre sur le quartier, une fois par semaine, pour offrir le café aux personnes qui passaient par là. On a d'abord testé sur juillet-août et voyant que c'était très demandé, qu'on avait de plus en plus de personnes qui revenaient, que ça fonctionnait très bien, on a continué jusqu'au mois d'octobre, jusqu'aux vacances. Tout avoir comme information, c'est savoir comment s'est passée cette crise. Avoir des informations sur les liens entre les habitants pendant cette période. Par exemple, pour la petite histoire, j'ai 3 voisines, ça fait toutes les 3 10 ans qu'elles habitaient dans le même bâtiment, elles se croisaient, elles se disaient bonjour, elles s'étaient jamais parlé. Maintenant, toutes les semaines, elles prennent un temps ensemble pour boire un café et pour discuter aussi l'implication de nos bénévoles, parce que au début, on est passé de 2 bénévoles qui venaient à 2, 3, 4. Sur les dernières séances, on a même des séances où c'est les bénévoles qui l'ont fait en totale autonomie. Ensuite, dans ce que nous avons fait d'autre l'été dernier, qu'on n'a pas l'habitude, on a répondu aux colonies apprenantes. C'était une volonté aussi de nos animateurs jeunesse. Pour la partie apprenante, on a travaillé tout ce qui était un travail de recherche autour du lac du Der, pourquoi il existe, comment il est venu, ce qui a permis de travailler l'écriture, l'histoire, l'utilisation de l'informatique avec les jeunes. Enfin, voilà, il y avait toute une mixité en termes d'âge, de compétences et de savoir, qui est super intéressant de travailler sous une forme de réseau d'échange réciproque de savoir, c'est que ça valorise énormément l'enfant. Étant donné qu'on part du principe que tout individu a des savoirs et peut le transmettre, du coup, l'enfant est extrêmement valorisé parce qu'en fait, il montre qu'il peut développer. La troisième chose qu'on a développée l'été dernier, c'est ce qu'on appelle les caravanes. Donc, c'est des animations de rue à destination de tous les habitants. Alors, nous, pour les rendez-vous de la côte, c'est quelque chose qu'on veut maintenir un maximum. Hein. Si on avait pu les reprendre avant, on l'aurait repris. Et pour les colonies apprenantes, on veut un maximum parce que on a vu l'intérêt que ça avait eu pour les familles, pour les enfants, et tout le travail aussi derrière, parce que au-delà des colonies, nous, ça nous a permis d'avoir plein d'axes de travail à développer. Un petit retour pour Anaïs, parce que génial son expérience avec, en effet, les terres de café avec les habitants. Souligner également les difficultés de gérer ce type d'événements au niveau d'autorisation préfectorale. Donc ça, c'est très, très dur. On a quelques, du coup, astuces que je pourrais partager. 2020, un enjeu pour nous important. Faire partir, comme c'est fidèlement l'objectif de l'association, une centaine d'enfants. Et puis, deuxième enjeu, c'est carrément la survie de l'association. En tout cas, c'est l'analyse qu'on a faite à ce moment-là. Et on a pris le pari de répondre au label Colo Apprenante. Je vous le cache pas, nous étions un petit peu irrités de voir que, enfin, paraît-il, on allait avoir des colonies de vacances éducatives. On apprend des choses. Ouais, on avait l'impression d'avoir déjà un projet éducatif depuis de nombreuses années. Alors, améliorer les contenus, ça voulait dire, par exemple, donner un peu plus d'importance au plaisir de lire et d'écrire, donner un peu plus d'importance à l'environnement. Nous avons souhaité, dans le projet, prévoir aussi l'intervention d'associations locales. Donc, on a recruté un peu plus de personnel que d'habitude. On était au-delà de ce que réclament les normes des centres de vacances, mais c'était, nous semble-t-il, nécessaire. Et je peux tout de suite vous dire, fin du suspense, que nous n'avons pas regretté. Parce que oui, c'était un public un peu particulier. Oui, ça a demandé énormément d'énergie à nos équipes et heureusement qu'ils étaient un petit peu plus nombreux. La deuxième étape, ça a été le financement. Un véritable parcours du combattant.
on a pu, grâce à cette démarche, initier de nouvelles coopérations, de nouveaux partenariats, en particulier avec la cité éducative de la Ronde-Couture. La Ronde-Couture, c'est un des quartiers politiques de la ville de Charleville-Mézières. Cette nouvelle coopération, ces nouveaux partenariats ont permis d'avoir des relais de proximité, ont permis d'organiser en relation, en concertation avec la cité éducative, des permanences et des rencontres avec les familles. Parmi les remontées de terrain, on a vite compris, grâce au partenariat avec ces associations, que les familles attendaient des séjours plus courts. C'est ainsi que nous avons pris la décision, après avoir eu des séjours qui duraient 3 semaines, puis 17 jours, d'avoir en 2021 des séjours de 2 semaines, parce qu'on s'est rendu compte que c'était parfois difficile pour ces familles de lâcher leurs enfants, entre guillemets, dans la nature sur une période aussi longue. On a voulu pointer un élan de solidarité important en raison de la crise sanitaire et de cette déscolarisation partielle ou de la déstructuration des familles. Une mobilisation forte, et notamment de l'école. Cette situation particulière a relancé cette mobilisation forte des enseignants, une mobilisation aussi des dons privés. Là, nous nous sommes rendus compte, avec des associations du quartier de la Ronde-Couture et avec la cité éducative, que nous avions des objectifs communs. Et la nécessité de s'inscrire dans ce label Colo-Apprenant, puisque nous en avions décidé ainsi, nous a poussé à rechercher de nouvelles activités, à redonner de l'élan à des activités qui peut-être avaient été abandonnées ou mises un peu de côté. Et si dans les années précédentes, ce sont des adultes qui sélectionnaient les photos et rédigeaient les textes d'accompagnement sur ce site internet, eh bien cette année, en 2020, ce sont les enfants qui se sont attelés à ce travail. Finalement, ces pratiques nouvelles, ces coopérations nouvelles en temps de crise et à cause de ce temps de crise, on s'aperçoit qu'elles ne devraient pas être réservées seulement au temps de crise. Elles sont évidemment importantes, efficaces et très opérantes d'une manière générale. Et donc, on voudrait garder cet élan, rester sur ce cap, et si possible pour plusieurs années encore. C'est vrai que nous avons été amenés à aider, à être un soutien dans l'organisation de ces vacances d'aprennement de l'année dernière. Il faut dire que la cité éducative, l'enjeu de la cité éducative, c'est d'être un facilitateur sur le terrain et c'est la mise en réseau de tous les acteurs du terrain au service de la réussite des jeunes de 0 à 25 ans. Voilà, des partenaires tels que la réussite éducative, le centre social, bien évidemment, les enseignants, les directeurs d'école qui nous ont aidés à repérer les élèves, mais qui ont également réalisé un travail d'accompagnement des familles. Je pense aussi au CADA. Et vraiment, la mobilisation des acteurs de terrain, c'est une garantie pour la réussite de tous ces dispositifs, quels qu'ils soient d'ailleurs. Le rôle des acteurs de terrain, il y a une proximité avec les familles, c'est formidable, il faut s'appuyer là-dessus, surtout. Voilà. Et nous, au niveau de la cité éducative, on les mobilise. Je dirais que le comité technique et des différents partis, que ce soit l'éducation nationale, la ville et l'État, travaillent vraiment bien ensemble et il nous a semblé finalement que la cité éducative était vraiment complètement l'outil ou le vecteur d'information et de vitrine à toutes ces initiatives qui sont quand même là pour que les jeunes du quartier puissent bénéficier là en l'occurrence de séjours de qualité, etc. Donc tout ça est venu assez naturellement. Cette année, c'est plus facile. En plus, le bureau de l'inspectrice de circonscription est situé en face du mien. Donc voilà, c'est vraiment très très simple, très fluide, très très fluide. Et tout le monde a vu que il y avait un intérêt à agir comme cela. Voilà, chacun s'y retrouve. Donc, c'est naturel. Je suis dubitatif quand j'entends que les coopérations se font naturellement, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et alors, j'allais dire, j'ai entendu dire que la cité éducative de Charleville-Mézières était exemplaire, justement, qu'il se passait quelque chose. Tout à l'heure, Monsieur Paya disait, on s'est rendu compte qu'on avait des objectifs communs. Bon, très bien.
peut-être qu'ils existaient avant, peut-être que ça existait avant et qu'il y avait des freins qui ont été levés. Alors, à la faveur de la crise, à la faveur de la création de la cité éducative qui préexistait un peu avant, à la faveur peut-être d'un savoir-faire que vous essaimez sur votre territoire, Madame André, peut-être Monsieur le Principal. L'humain dans notre cité éducative, c'est en fait des personnes qui travaillent bien ensemble. Ça n'a pas forcément été naturel dès le début, puisque on est parti de nos différents, je dirais, postes d'observation. Il a fallu apprendre à se connaître, ce qui s'est fait quand même relativement vite. Le confinement, pour le coup, l'année dernière, a vraiment facilité cette étape-là. Et au final, aujourd'hui, quand on a une demande, bon, alors c'est sûr qu'on a une déléguée du préfet, par exemple, qui est vraiment extrêmement convaincue de tout et qui nous tient une veille, je dirais, quasiment quotidienne de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas manquer. Et puis, on y va, en fait. On cherche pas, on se pose pas la question de savoir ce qui va être le frein, mais plutôt comment arriver à faire que ça fonctionne, en tout cas, du mieux possible ou de manière la plus modeste, mais en même temps la plus riche possible. Et il y a aussi le fait que l'année dernière, la situation était tellement exceptionnelle qu'il a fallu se réinventer sur les manières de travailler. Et donc, on nous a parlé d'organiser les vacances apprenantes. On s'est dit, oh là là, mais comment on va faire? Donc, il faut y aller, comment on fait? Et il faut se lancer, quoi. Et cette année, c'est naturel, vraiment naturel pour chacun. Et en plus, comme c'est anticipé, c'est plus facile. Mais chacun se sent totalement légitime à occuper de nouveau le rôle de facilitateur et de relais pour les familles. Je pense que je partage le point de vue de Joanne, c'est pas du naturel. Pour le coup, il y a la question des moyens humains, la légitimité liée au positionnement au sein des structures. On a tous été amenés à penser autrement parce qu'on était sous la contrainte. J'ose espérer qu'il y aura pas de la contrainte tout le temps, mais du coup, si ça nous refait tomber dans des logiques habituelles, ça sera un peu dommage, quoi. Alors ouais, faut peut-être qu'on se la mette nous-mêmes, la contrainte, mais qu'elle ne soit pas imposée par la Covid ou autre chose. On est convaincu de cet aspect éducatif des colos, mais le curseur l'année dernière, il a changé. Alors qu'il était sur les centres sociaux et les associations telles que la nôtre, le curseur, il est allé sur l'éducation nationale, qui, je pense, ne pas trahir, a pris conscience finalement qu'il pouvait y avoir une complémentarité entre ce qui se passe à l'éducation nationale et puisque les enfants peuvent vivre pendant les vacances, sans que ce soit bien évidemment du bachotage. Et ce modèle qui a été construit, parce qu'en fait, c'est une mobilisation des acteurs qu'on est en train de faire sur un territoire, il faudrait le voir au niveau du département. Il faudrait vraiment qu'on aille vers quelque chose d'un petit peu plus formalisé, mais trouver un coordonnateur, quoi. Et ça, c'est pas le plus simple parce que même cette année, on continue à se battre un petit peu pour savoir qui fait quoi, qui règle les problèmes de coordination, qui appelle qui. C'est pas simple. La mobilisation des habitants, notamment à travers les actions qui ont été présentées avec appui, support, conseil citoyen et l'engagement des habitants dans des actions de portage de choses. Le travail avec l'éducation nationale, donc on revient un peu sur cette idée de lien entre professionnels. Et les obstacles, alors on a entendu beaucoup, les règles imposées de manière tardive. Cette importance de construire une stratégie commune à l'échelle d'un territoire. On a parlé de complémentarité. Ça suppose de bien identifier qui sont les différents acteurs. L'importance du lien tissé, c'est finalement ce qui fonctionne avant tout, c'est les petits pas. Ce qui est ressorti le plus, c'est le côté les actions de milieu ouvert, le fait d'aller au contact avec les habitants en toute simplicité. Ça, c'est quelque chose qui est revenu quand même là sur nos échanges. Maintenant, pour ce qui était plutôt des éléments de réussite, en trois temps, la coopération, le lien gardé avec les habitants, garder le contact, et puis l'adaptation,
le hors-cadre ou du moins trouver d'autres chemins pour réussir à proposer des choses. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et enfin d'autres font que ça arrive. Ce qui a fait écho également, c'est la nécessité d'un pilotage de la coopération ou d'un pilotage du partenariat qui ne va pas forcément de soi. Hein, on l'a entendu plusieurs fois, qui a besoin d'une structuration de ce partenariat. Ces appels à projets, mine de rien, ne facilitent pas forcément des fois les synergies et qu'on doit dépasser en tout cas cela pour qu'il puisse y avoir synergie ou coopération entre les acteurs du territoire et que qu'il y ait une fluidité finalement qui se mette en place pour que ça fonctionne. Effectivement, c'est un vieux principe en fait du développement local. Hein. On dit souvent transformer les contraintes en atouts. On n'a pas de visibilité, etc. Mais on voit bien que quand même il y a beaucoup d'ingéniosité et une capacité finalement renouvelée à faire quand même. Indépendamment aussi des dispositifs. On considère tout ce qu'il y a sur un territoire. Ce qu'il y a sur un territoire, c'est les ressources. Et parmi les ressources, il y a les habitants, il y a l'ensemble des partenaires et des acteurs qui sont sur ce territoire. Et on voit bien qu'il y a quand même des mots qui reviennent régulièrement, hein, la coopération, le fait de s'adapter et voire même, bien qu'on était contraint dans un contexte quand même qui n'était pas évident, on se rend compte qu'il y a des choses innovantes qui ressortent, quoi, au final. Donc s'il y a du positif à en tirer à un moment donné, ce sera celui-là. C'est le fait d'avoir fait des pas de côté un peu forcés nous a permis de découvrir des choses et de bosser peut-être autrement avec les publics. Aussi la question de la modestie. Finalement, on a été moins embarqué dans des grands projets, mais finalement ces petits projets ont peut-être permis plus d'être à l'écoute des habitants. Donc, plaidons pour la modestie et pour l'inventivité. Finalement. Du coup, comment on acte cela dans nos pratiques, mais au-delà, dans les cadres qui nous sont proposés pour l'action? Simplement vous remercier les intervenants pour la qualité de leurs interventions et remercier l'ensemble des participants. On voit à chaque fois que ça avait un sens de proposer ces temps-là. Merci, au revoir. On peut se saluer, allumer nos micros et se dire au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.